Bienvenue sur cet nouvel épisode en présence de Mika pour le 52e épisode. Ça avance, hein. 52e, Comment plus d'un an. Plus d'un an que AB, on vous donne rendez-vous tous les ans, on vous donne rendez-vous. tous 52, les tous les lundis, tu veux dire. Même si au ouais, début c'est ça. c'était Bon, pas on n'en trop a ça pas le. loupé. Ouais, on n'en a pas loupé beaucoup, puisque regarde, il y a 52 semaines dans une année, et on a fêté les un an il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Ouais, c'est vrai. dans l'ensemble, on a quand même tenu plus ou moins une fois par semaine, hein. Ouais, exactement. Pour le podcast le plus street du game, comme avait dit un commentaire. Mais non, je crois qu'on a dû rater peut-être 2 épisodes. Je Ouais, et crois. puis Deux épisodes, il y a trois eu, ouais, maximum. après, il y a des fois où il y a des semaines qui sont vraiment, vraiment creuses, notamment dans les grandes vacances, tout ça. Ouais, mais ça va, on a quand même tenu. Mais par contre, je rejoins le commentaire. On On doit a. pas être loin on doit pas être loin de l'un des podcasts les plus stricts du game. Non, là, ça va, hein. Je trouve que même le clavier il s'est débranché. Tu vois pourquoi les gens ils disent, tu vois pourquoi ils disent c'est le game, le podcast le plus strict. Je te jure, moi, je suis en train de le tenir à la main carrément pour pas qu'il se débranche. Mais Laissez-nous encore pourquoi un ils se petit. débranchent? Je sais pas, je sais pas. Laissez-nous encore un petit peu de temps dans peu de temps, tout sera réglé. Là, il y a des priorités. Là, il y a Mika qui combat, moi aussi, combat bientôt. Donc, voilà, D'ailleurs, vous êtes bien cherché cette semaine avec ton adversaire là. Bah non, Mika, moi, j'ai cherché personne. En plus, ça me traite d'arrogant. Alors que j'ai cherché personne, je me balade tranquillement sur Instagram et je vois que ça me lance des pics. Ça dit que, en gros, que ça refuse des combats pendant que ça fait des podcasts. Genre, je peux faire les deux à la fois. Je sais faire les deux à la fois. Et j'ai refusé personne. Après, on a échangé en privé. Et voilà, je l'ai rejoint sur quelques points. Mais voilà, on me lance pas de pique. J'ai de la répartie, moi. Donc, ça me dérange pas du tout, hein. Aïe, aïe, Il y aïe. a, il y a quelques collègues à lui aussi qui s'amusent aussi à me lancer des piques. Mais bon, Ah ouais, ils étaient fâchés. Ouais, on dirait, Les, hein. les Marseillais étaient fâchés. On dirait, hein. Mais non, y a rien de méchant. Mais voilà, de toute manière, comme je lui disais, même si on s'affronte peut-être pas là, moi je sais pas de là comment ça va être. On va se croiser de toute manière parce que les poids lourds, on n'est pas 36 000, hein. Donc à un moment donné, tous nos chemins vont se croiser et on verra si je ne ferai plus de podcast après notre rencontre. Ah, il y en a beaucoup qui promettent ça. On verra si vraiment on en est à pas faire de podcast. Mais bon, ça m'étonnerait Ah fortement. oui, effectivement, tu as eu cette menace toi aussi, Mika. Oh, c'est pas une menace. C'est vrai Mais que c'est ni un fait, ni un constat, ni une menace. c'est ça. Et d'ailleurs, Mika, on était à Arès ce jeudi soir et on a vu ta belle tête avec celle de Carla Moussou sur la cage. Donc ça approche, hein. Bah Dans... ouais, ça approche. Là, on est pratiquement à un mois pile poil, hein. Ouais. Demain, enfin aujourd'hui, on est le 7. Enfin, date à laquelle la vidéo va sortir, on sera le 7. Mon combat, c'est le 8. Donc, c'est quasiment dans un mois tout rond. Ça approche. Là, quand j'ai regardé le RS et que j'ai vu ma tête dedans, bah, j'étais content. D'un côté, j'étais content. De l'autre, effectivement, ça met, tu vois, ça te met dans l'ambiance. Et après, c'est vrai que la cage n'a jamais été aussi belle. C'est la première fois que je voyais. Bon, même s'ils n'ont Et- pas pris la meilleure photo pour te représenter, mais bon. On- ouais, mais ils m'ont placé au-dessus de lui. Donc, tu vois, déjà, ça, ils ont respecté le. Genre, tu l'écrases. Bah, je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Mika, Non, non, c'est bon. je propose qu'on revienne sur ces belles arrêts qui a tenu toutes ses promesses, hein, de beaux combats, de la polémique encore et toujours. Et voilà, il y a un combat pour lequel tu veux commencer? Moi, il y avait le combat de. À chaque fois, j'oublie son nom. Le gars du Factory. C'est Merlin Azizov. Ouais, pas le tout premier. Hein. C'est pas le tout premier combat. Hein, moi, je parle. Euh, le gars du Le... Factory. C'est un deuxième. C'est celui qui a gagné le Polonais. Tourpal? Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Il a été agressif d'entrée de jeu. Il a touché en boxe. Ce que j'ai kiffé aussi, c'est que le Polonais, l'air de rien, il est resté. Il a réussi à se concentrer. Il est revenu dans le combat. Mais après, la différence était faite. Il s'est imposé. Donc, j'ai trouvé que ça a été vraiment le premier combat qui a mis du. On a senti l'impact Ouais. dans la cage.
Ensuite, un autre combat que j'ai apprécié, moi, regarder, c'est Rizlen contre Yoni, parce que je les connaissais toutes les deux. Je savais que même si elles disent bon, que c'est des bonnes copines et tout, enfin des bonnes copines qu'elles se connaissent, qu'elles se respectent et tout, je savais que les deux avaient envie de gagner en mode plus-plus. En plus, il y avait Nicolas Haute dans le coin de Yoni. Nicolas avait déjà été plus ou moins l'entraîneur en tout cas, avait déjà suivi Rizlen au Factory, etc. Donc, c'était intéressant de voir. J'ai trouvé que Rizlen avait fait un beau combat. Elle a bien touché debout. Elle s'est pas trop servie de son judo, l'air de rien au final. Elle a Qui réussi ça? à connecter. Bah, Rizlen, je trouve qu'elle a Si. fait. Oui, elle s'en est servie, mais la différence qu'elle a créée, c'est en anglaise. Hein. C'est pas. Elle avait du mal à garder Yoni au sol. Hein. Elle l'a gardé au troisième round de mémoire. Et peut-être au premier aussi, tu as raison. Mais J'ai l'impression au deuxième round, fin de deuxième round, je crois qu'elle la garde au sol. je sais Et pas, c'est mais sur le premier round qu'elle n'arrivait pas à la maintenir au sol. le premier round est quand même le plus disputé des 3 rounds. Mais après, à un moment donné, elle touche sur une série de crochets. Et on n'attendait pas Rizlen en boxe anglaise. Après, comme je dis toujours, Rizlen, il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'elle fait des combats à chaque fois engagés et difficiles. Ouais. Donc, bah, j'ai bien aimé ce combat. Et on avait vu d'ailleurs un autre combat qui était intéressant, c'est le combat des filles. Le deuxième combat féminin, avec notamment celle qui Euh, avait battu Melissa Rizlen. Dixon contre Daria Seleziakova. Ouais, là, mais attends, mais d'ailleurs, tu sais que ce combat, il a failli ne pas se faire Pourquoi? dans quel jour? Mercredi, je crois. Non, mardi. Tu sais, on est dans la salle d'entraînement, là, tu sais, dans l'hôtel. Et en Ouais. gros, tu sais, on s'entraîne avec Ibra et tout. Après, Ibra, il finit, et je suis avec un frérot, là, un gars du sol, Zied, tu vois. Et en gros, on tourne au sol, et après, finalement, il y a Faisal qui rentre aussi. Donc, on tourne à plusieurs, et il y a un autre poids lourd, David Vigilant. Donc, on tourne à quatre. On tourne à quatre, tu vois, genre, ça tourne, ça part en open mat, limite. Et il y a Melissa Dixon qui est avec son coach juste à côté. Et tu sais, elle est en mode, je crois, avec le kawaii, tu sais, elle envoie la patte d'ours et tout, elle fait son entraînement. Et à un moment, je me fais prendre dans une tête pour retenir, et je sens un gros choc, j'entends un cri. Gros, je te jure, je suis tombé sur sa cheville, gros, sur son genou. Eh, gros, la panique totale. Je me dis, waouh, je suis mort. Et genre, elle commence à pleurer, gros. Eh, il y a son coach, elle commence à pleurer, elle devient tout rouge, Mika. Eh, gros, je suis là comme ça, je sais pas quoi faire. Après, il y a la cofondatrice, la Camille, qui arrive, elle est en panique, elle aussi. Elle appelle le kiné et tout ça. Et gros, genre, peut-être 2-3 minutes, elle pleure, la combattante, la Mélissa, genre, elle devient tout rouge. Et tu sais, en plus, elle parle pas français, tu vois. Moi, je suis Ouais. là, gros, je suis bouche bée, genre, je sais même pas quoi faire. Après, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Et, eh, gros, je te jure, j'étais en panique, gros. J'ai dit, waouh, si le combat il saute, je suis mort. tu, tu blesses, tu blesses les combattants comme ça Eh, dans les vestiaires. Mais ils sont petits aussi, les vestiaires dans l'hôtel, c'est vrai. Hein. Eh, ta connexion, elle est nulle, Aibi, ah, c'est ça bon, coupe c'est de bon, ouf. je te jure, désolé, c'est le câble Ethernet. Non, gros, je te disais, ouais, on est tombé sur sa cheville ou sur son genou. Et bref, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Et heureusement qu'elle a gagné, hein, parce que je te jure, j'étais pas tranquille, gros. Si c'est pas au micro, elle Non, sort mais que. elle est revenue de l'enfer. Ouais, franchement, elle est revenue de l'enfer. Après, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est comment l'arbitre il peut arrêter le combat à 1 seconde de la fin du round. Ça, franchement, je trouve que c'est pas juste. Je vois pas comment tu peux arrêter un combat à 1 seconde de la fin d'un round. En plus, franchement, la situation, elle mettait pas non plus en grosse difficulté l'autre combattante. Quand tu regardes bien, à un moment donné, Mélissa, elle aurait pu être arrêtée aussi dans le combat avant parce qu'elle prenait des sacrés coups. Le combat, il y a eu un retournement de situation, donc tant mieux pour elle. Mais voilà, mais franchement, jamais de la vie, t'arrêtes le combat à 1 seconde de la fin du round. C'est Jamais de vrai que la vie, En fait, ouais, c'est vrai t'arrêtes que ça. je te rejoins, j'ai pas vraiment compris, mais je crois que je regardais le combat depuis les backstage là, et en fait, je pensais que c'était genre la fin du round qui avait été annoncée, la fin du round. Finalement, je vois Melissa qui fête la victoire, et c'est vrai que ça aurait pu Ouais, se, ça aurait pu. ouais, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage, tu vois. Je pense qu'il Ouais. n'a pas eu le recul nécessaire pour se dire, ouais, une seconde, un, on compte jusqu'à un. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Franchement, je trouve que c'est abusé de fou. Ouais, après moi pour revenir sur le combat de Rizlen, c'est vrai que j'attendais Yoni un peu plus agressif. Après c'était un retour à la compétition après pas mal d'inactivité. Mais en tout cas ouais, ça a fait plaisir de revoir Rizlen, on va dire performer, surtout qu'on sait qu'elle vient du judo. Et là, moi justement par rapport à toi, en fait moi je trouve qu'elle a bien utilisé son judo.
Après, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs moments où elle pouvait finir Yoni, notamment sur des amenés au sol, en fait, où elle, justement, Ah, elle n'arrivait pas à la garder. Je trouve que, justement, en fait, que voilà. les erreurs, elles ont été faites sur la partie sol. Après, c'est vrai qu'elle a été bien agressive en boxe, elle a bien touché et tout. Et je trouve que ça, c'est pas mal pour son futur, parce que Yoni, elle était classée, je crois, 33e sur Fight Matrix. Donc, je pense que ça va lui faire prendre pas mal de place à Rizlen dans le classement sur Fate Matrix. Et après, bon, je sais, hein, je vais me faire insulter par la communauté féminine, c'est sûr, après ce que je vais dire. Mais du coup, moi, j'ai découvert aussi qu'elle était 33e mondiale. Et c'est là que je me suis dit, quand même, je parle pas du top 5 des féminines à l'UFC qui sont archi fortes. Mais quand tu vois que Yoni, par exemple, est 33e mondiale et que tu regardes le top 50 mondial dans toutes les autres catégories masculines, bah, tu vois qu'il y a une grosse différence de niveau ou du moins d'adversité dans la catégorie féminine, tu vois. Parce que quand tu vois le niveau de Yoni, c'est impossible qu'avec un niveau technique pareil, avec un bagage technique pareil, tu puisses te glisser ne serait-ce qu'à la 300e place des moins de 70 kilos, par exemple. Mais Ouais. encore, quand je te dis la 300e place, je te jure, sincèrement, tu vois. Et après, c'est pas pour critiquer ni rien. C'est juste pour dire que encore, on voit du coup que chez les filles, il y a quand même un manque d'adversité ou du moins on voit qu'il y a une trop grosse différence entre les championnes, par exemple, de l'UFC et le reste de la catégorie. C'est énorme. Déjà, dans le Ouais. top 15 de l'UFC, on voit la différence. Elle est énorme entre la 15e et la numéro 1. Et là, je me suis dit, mais attends, 33e mondial, c'est pas possible. Et Et je ouais, me suis dit, je me suis trompé, hein, Yoni, elle avait combattu en début d'année à l'UAE Warrior, là, je viens de revérifier. Donc, il n'y avait pas une si grosse inactivité que ça. En fait, je crois que c'était justement entre son avant-dernier combat et l'autre, je crois qu'il s'est passé 2 ans où elle n'avait pas combattu. Donc, voilà. bon, en tout cas, voilà pour les combats féminins. Qui était au final pas mal. Le combat de Melissa et de son adversaire, c'était un combat de fou, un niveau de striking de malade et de précision de dingue. Melissa, elle avait franchement un mental de fou pour revenir de ce qu'elle a pris, franchement. Ouais. Gros respect à elle. Et ensuite, il y a eu quoi comme combat qui m'a marqué avant d'arriver sur les common event, main event. Il y a eu le combat, j'ai regardé, de Ibra contre Yacine Najid. Yacine Magid, voilà. Ibra qui s'est fait déborder en puissance au début de combat ou qui s'est fait surprendre parce que l'autre l'a quand même Ouais, amené plus au surprendre, je sol. pense. Ouais. Ouais, il l'a amené au sol. Derrière, il a fait sa spéciale, la guillotine. Je pense il a tout tenté sur ça. Il a tout misé, tout son combat sur cette guillotine. Ibra a été patient. Il a pas paniqué. Il a pris le temps. Il est sorti et derrière, l'autre s'est fait Ouais, tenir tout de suite. franchement, Il a essayé de se relever, il a donné le dos. Ibra en a tout de suite profité, il a pris le dos. ouais, Donc, ça a fait la même scène que Khabib et Poirier. Tu sais, quand il se fait prendre en guillotine et derrière, Khabib il sort et il prend le dos, il étrangle. Mais franchement, je tiens à lui tirer mon chapeau parce que bah, déjà, j'étais dans son coin. Et honnêtement, la préparation, elle était merdique. Pas de sa faute, hein, mais parce qu'il est vraiment tombé malade. Et Taylor, c'est pas, je sors l'excuse parce qu'il a perdu. Il a gagné, donc je peux me permettre de le dire. Genre peut-être pendant, bah, tout simplement là, sur le dernier mois qui est passé, il a dû peut-être effectuer peut-être 2 séances de sparring, tu vois. Je sais pas s'il était sous Covid ou grippé, mais tu sais, genre, il était vraiment malade et genre, bah, c'était le pire camp qu'il ait fait jusqu'à présent, tu vois. Comme quoi, un camp d'entraînement, ça se passe pas toujours comme prévu. Et là, bah, malgré tous ces, on va dire, malgré tous ces péripéties, bah, tu sais, il a su terminer le combat assez rapidement, malgré que c'est vrai que dès l'entrée de jeu, il s'est fait déborder. Et en plus, derrière, il prend la submission of the night et le bonus. Donc, chapeau à lui. En plus de ça, il montre quand même qu'il est assez complet avec plusieurs TKO, plusieurs finishes, et que ce soit au sol ou en striking. Il est complet et voilà, on pourra compter sur lui en tout cas. ouais, Et je pense que les welterweights, ça devient du solide là. Enfin, c'est déjà du solide chez Ares, hein. ouais, bah, les 77, c'était la KT avec les 66, 77 et plus 93. C'est les 3 KT que j'ai trouvé les plus disputés actuellement
comment dirais-je, au Ares. Arès, ouais. Après, lui, c'est bien pour lui puisque ça signe une deuxième victoire consécutive. Au Brave, il a eu des parcours en dents de scie, donc là, c'est bien s'il arrive à renouer avec la victoire. Petit à petit, il va remonter. Excuse-moi. C'est ça. Après, là, je me dis que même ça va être compliqué de s'organiser pour prétendre le prochain au titre. Toi, par exemple, là, si tout se passe bien. Non, ouais, non, attends, gros. Là, l'adversaire qui vient de battre, là, ne lui permet même pas d'être dans le. Comment dirais-je? Non, mais Mika, en tout cas, le dernier qui prend, il est solide. Non, L'avant-dernier adversaire qui prend, il est très, ouais, très bien sûr, solide. c'est un très gros lutteur, bien sûr. Mais ce que je veux dire, quand tu vois le niveau de l'Italien qui a perdu là contre Damien l'Argent, ouais. ouais, tu vois son niveau et voilà, c'est par des gars comme ça qu'il faut qu'il passe s'il veut aller chercher un title fight. Non, bien sûr, mais Tu, quand parce qu'on regarde, on a vu Abdul qui avait une victoire et qui est derrière et parti chercher la ceinture du RS. C'est ça, non, oui, il mais a fait. tu peux pas comparer. Abdul, il sortait du Brave, il avait la ceinture du Brave. Enfin, même s'il avait perdu Non. le retour, il avait perdu contre. Enfin, il avait eu la ceinture du Brave. Il a perdu contre. Il avait gagné Jara. Ensuite, il a perdu Jara. Ensuite, il avait gagné au Brave. Et ensuite, ouais, il est revenu, il En a tout, gagné. en tout cas, Mais enfin, moi, je pense qu'avec 3 victoires consécutives, et notamment 2 à non, mais l'ARES, ouais, avec un record de 11-4, je pense qu'il est éligible pour aller il est chercher la ceinture. éligible, mais tout dépendra de qui il va aller chercher là au troisième combat. C'est ça Bien que je te sûr, dis. après, ouais, ça va être déterminant parce que si, on va dire, il y a Baki, là, il a 6 ou 5-0. Et bon, après, c'est pas lui qui le dit, mais sa communauté, en tout cas, qui le soutiennent, ils disent qu'il est, en gros, éligible à la ceinture. Donc, je pense qu'il Non, brave. mais c'est mort. Baki, il faut qu'ils oublient Baki parce que Baki, il passera pas Elite 2, Elite 1 tout de suite. Oui, après, en fait, Il faut plus de 10 combats. C'est pour ça que et ça, c'est pas de la faute du Ares, et je suis assez d'accord que c'est assez dommage même, parce qu'on le voit au Cage Warrior. Il y a beaucoup d'Anglais qui vont chercher les ceintures avec 8-0, 9-0, 7-0, et ça, c'est quelque chose qu'on ne verra pas en France tout de suite. Parce que pour l'instant, ils préservent la sécurité ou l'intégrité. C'est vraiment on va dire leur principal souci, c'est ça. Ils ont mis en place des quotas de combat, comme on l'avait dit, Elite 1, Elite 2, Elite 3. Tant qu'il n'aura pas plus de 10 combats, il ne pourra pas passer Elite 1. ouais. Donc à partir de là, il n'y aura pas de ceinture pour lui. Et c'était la même chose, par Non, exemple, avec Arc. il peut y avoir la ceinture pour lui si Abdul, il la laisse vacante et il lui trouve un Ouais, adversaire. d'accord. Et tu trouves un adversaire, et après, ça veut dire que quoi? Tous les adversaires qui ont plus de 10 combats, ils ne peuvent pas l'affronter. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est pas possible. C'est comme en fait à 84 avec Ahmed, c'était un peu la galère. Parce qu'ils ont fait gagner, enfin, ils ont matché un mec face à Ahmed pour que ça rentre dans le cadre de Elite 1, Elite 2, qu'il puisse faire la ceinture et tout. Mais derrière, au final, tous les 84 kilos qui avaient plus de 10 combats ne pouvaient pas l'affronter. Donc c'est un peu biaisé. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas de leur fait, c'est du fait de la fédération. Mais moi, bien en sûr. tout cas, si j'étais promoteur du RS, c'est vrai que je privilégierais des gars qui sont élite 1 pour la ceinture, parce que ça laisse plus d'opportunités ensuite pour faire les défenses de titre. Maintenant, Ouais, je suis d'accord. Ouais. à un moment donné, soit Baki multiplie les combats, même dans d'autres organisations, pour vite monter à plus 10. Mais je vois pas comment là on peut lui donner le titre. Ça serait un peu bloquer la KT, quoi. Ouais, c'est pas faux quand tu réfléchis comme ça. Et juste avant aussi, il y avait le combat de Mehdi Saadi contre Léopold Goua. Ce combat-là, franchement, je m'attendais vraiment à de l'engagement, enfin un combat serré, mais Mehdi Saadi, il a quand même montré sa supériorité, je trouve, sur le plan technique. Et malheureusement, Léopold Goua qui s'impose enfin, ouais, par soumission. Deuxième combat à l'arrêt, deuxième défaite. Mais en tout cas, je tiens quand même à souligner que c'est un très bon bantamweight. C'est juste que voilà, là, comme je disais, en fait, leurs catégories, ils sont peu, mais il y a du niveau. Ça, je compte lui, je compte Mehdi Sali, je compte Demarté Peña dedans, je compte Moustapha Aïda. Taylor, bon, bah, lui, il a l'UFC maintenant, mais je trouve que c'est vraiment une catégorie disputée, hein, malgré qu'ils ne sont pas énormément. Et bah, du coup, en fait, enfin, j'aurais pu espérer voir Mehdi Sadi prendre le gagnant de Demarté Peña et Moustapha Aïda. Mais en fait, il y a cette histoire d'élite aussi, donc ça ne pourra pas se faire. Alors ça, c'est à voir, parce que dans les catégories légères, moins de 58, moins de 61, il y a des nuances. Comme un C'est poids pas lourd, comme quoi. ouais, c'est comme un poids lourd. Donc à voir dans quelle manière ils peuvent pas faire des choses comme ça. Maintenant, Mehdi, comme tu l'as dit, Léopold, je pense pas que ce soit un déficit technique ou tactique, hein. Je pense juste que Mehdi a eu le bon game plan, a touché.
d'entrée de combat et que Léopold n'a pas réellement su revenir dans le combat et pour moi, il s'est fait surprendre. En tout cas, super combat de Mehdi qui prouve que déjà il a le knockout power parce que même s'il l'a pas knockout sur un seul coup, il l'a quand même touché vachement dur sur sa droite et il a récidivé 1 minute plus tard et il a réussi à coucher Léopold. Donc bon coaching. Il était coaché par Chaban, je sais pas, Chaban chez Bedra, je sais pas si c'était la stratégie, mais en tout cas, un bon game plan, ça a marché et Léopold qui s'est fait surprendre. Alors qu'on l'a vu, hein, Léopold il était solide et pourtant il s'était pas couché hein, face à Mustafa. Donc ouais, ça va être dur pour lui, il faut qu'il revienne. 2 combats de défaite, c'est pas facile à encaisser. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est pas facile à encaisser. Ouais, surtout que c'était une première pour lui en fait sur la scène, sur une organisation majeure comme Ares. Sinon, juste avant ça, en fait, on l'avait vu s'exprimer plusieurs fois au 100% fight. Et en plus de ça, il était invaincu. Donc là, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement et de revenir à sa meilleure forme. Et mis à part ces combats-là dont on a cité, il y avait quand même, je tenais aussi à saluer la performance de Youssouf Binaté, qui s'est imposé très rapidement par TKO sur sur un crochet genou, sur une bonne combinaison. Et en fait, lui, il vient de la boxe thaï. Ah ouais. Est-ce qu'il est de Nantes? Non, Parce il que est pas. j'ai vu dans son coin. Il y avait Beto. Ouais. Non, il est de Paris. Son club d'origine, c'est un club de boxe thaï. Il vient aussi faire son MMA au Factory, mais en fait, il a été avec Jackie Jeanne à de la Rive à Nantes, chez Beto Ramos, là, le coach d'Abdoul. Et c'est pour ça qu'en fait, que son coach, il était dans son coin, en fait. D'accord, ok. Ouais, il a Et bien combattu. ouais. Après le combat de Damiani et Staropoli, j'ai vu que c'est un combat engagé, mais j'ai pas pu tout voir. J'ai pas pu tout voir. Je sais pas Bah si moi, tu l'as vu. si, j'ai tout vu. En fait, quand j'ai vu le niveau de lutte de l'Italien, donc Damiani, ouais. Damiani, ouais, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas usé sa lutte plus tôt dans le combat, pourquoi il a cherché à aller boxer, même s'il boxait bien hein, dans l'ensemble. Hein. Franchement, les deux se sont envoyés coup pour coup, mais l'Argentin, Pepe, enfin, c'est pas, comment vous l'appelez? Pepi, mais Pepe, son ouais. vrai prénom c'est Enfin bon, Staropoli. on va dire Pepe. Bah, Pepe, il touchait un peu plus quand même. Je trouvais qu'il touchait plus nettement. L'Italien restait hyper dangereux, mais il encaissait plutôt bien les frappes. Mais j'ai pas compris, c'est au second round des troisième round, j'ai vu la facilité avec laquelle il amenait le combat au sol. Du coup, je me demande pourquoi il n'a pas amené le combat dès le départ au sol pour créer un déficit d'énergie. Et la deuxième chose qui a manqué à l'Italien pour s'imposer dans le combat, je pense, c'est de garder le combat au sol et de profiter des actions, de développer un grand and pound. Et en fait, il n'a pas su. Il n'a pas su garder son adversaire au sol et profiter de ces situations-là. Mais c'était un combat qui était quand même extrêmement engagé. Et pour être honnête, ça m'aurait pas surpris que tu vois, ce soit une split décision ou même que la décision ait pu être donnée à l'Italien. Et je pense pas que ce soit un vol ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai trouvé que le combat était vraiment engagé pour le coup, le fight of the night était mérité. Vérité, ouais. Ouais, j'ai vu des commentaires un petit peu qui disaient qu'en gros que c'était Damiani qui méritait la victoire. Donc, Bah, personnellement, mais après, moi, je me rends compte que dans la manière dont je juge les rounds, c'est pas forcément en adéquation avec les nouveaux critères de, comment dirais-je, de notation. Donc, du coup, j'évite maintenant de trop me positionner parce que vraiment, je crois que je suis plus à la page de ce qui se fait. Mais c'est vrai que pour moi, l'Italien méritait de gagner. et Pour moi, il avait Mika, fait le nécessaire pour t'as, gagner. t'as bien observé ce combat ou pas? Ouais, Parce qu'il me semble qu'en parlant avec l'un des deux, il y en a un des deux qui me disait qu'il allait peut-être prendre le gagnant de ton combat avec Carla Moussou. ouais. Alors, déjà, je suis pas inquiet. Vraiment, je suis pas inquiet. Mais vraiment. Hein. Et deuxième chose, est-ce que moi j'ai envie de recombattre après? Donc déjà, tu vois, c'est la deuxième chose, c'est est-ce que quand je vais avoir gagné, je vais avoir envie de recombattre? Je suis pas sûr. Ok. Donc voilà. Ok. Mais j'ai vu la vidéo tourner et vraiment, je suis pas inquiet. Hein. Je te jure.
J'ai vu le combat, j'ai vu. Ah, attends, mais je sais pas, c'est une interview c'est dans une Ouais, c'était interview? en interview, une interview, ils m'ont identifié en fait, c'est comme ça que je l'ai vu. Ok. Ils posent la question, ils disent ouais, apparemment le Ah oui, vainqueur c'est d'entre dans vous l'interview de The Goat va, MMA, ok, merci. affronterait le vainqueur de Mikel Lebou contre Carla Mossou pour une ceinture intérimaire. Qu'en pensez-vous? Et voilà, et le gars il dit ouais, de toute manière, je suis concentré sur mon combat et peu importe ce qui se passera. Ok, C'était à ok. l'Italien qui il posait la question. Ok, ok. Juste après, on avait Jackie Jeanne qui devait faire la revanche contre Yacine Bouganem. Malheureusement, Yacine Bouganem qui était forfait à Virgil Hogan, pensionnaire du Boxing Squad de Aldric Cassata, qui a pris ce combat en short notice. Bah, il a pas laissé Jackie Jeanne s'exprimer. Pour être honnête avec vous, même, j'ai même pas vu le combat. J'ai vu juste le finish parce que j'étais dans les backstage. Mais je tenais quand même aussi à saluer Jackie Jeanne parce que franchement, c'est un vaillant parce qu'il est passé, on va dire, d'un striker à un gars assez complet, expérimenté, même si sur le papier, il avait juste 2-0, Virgile. Moi, en fait, j'avais vu une vidéo tournée, mais j'arrive plus à me rappeler d'où je l'avais vu. Mais Bah, je il crois a qu'il eu une tournait. vidéo au Maccabi avec Greg Ouais, MMA et voilà, bah Saladin c'est là, Parnas. c'est exactement, c'est de là que je l'ai vu la première fois, Virgile, et j'ai vu que c'était du solide. Et après, voilà, en plus, on voit, Aldric Casata, il a que des bons prospects, hein, parce qu'en parlant de lui, il y a Virgil Hogan, il y a aussi Axel Sola. Donc, je savais que c'était du solide en face, tu vois. Et en tout cas, ouais, ça a été assez Ouais. expéditif. Bah après, sincèrement, le combat il a été rapide, mais quand même, j'ai vu une grosse différence de niveau dans la gestion du MMA pur, c'est-à-dire que dans le MMA, hein, je parle, ne serait-ce que dans les distances de frappe, on sentait qu'il y en avait un qui avait une distance de frappe plus pied-point et l'autre qui avait vraiment une gestion de distance type MMA. Au niveau de lutte, bah, ça on le savait que c'était pas le point fort de Jackie Jeanne face à même dans son précédent combat dans lequel il s'était engagé, il a eu un premier round très difficile, mais il avait réussi à revenir. Sauf que là, on a eu un adversaire qui a été beaucoup plus méthodique. À partir du moment où il l'a amené au sol, il a été beaucoup plus méthodique. Et à la moindre occasion, il cherchait la soumission. Et je pense que la réputation de Jackie Jeanne en tant que mec qui subit, enfin qui sait encaisser beaucoup les frappes, etc., a poussé justement le clan Cassata, enfin l'équipe du Boxing Squad, à plutôt privilégier la soumission. Et c'était très bien joué de leur part. Et franchement, le combat, pour moi, il y a une grosse différence de level, mais pas forcément technique. Ça a été aussi tactique dans la capacité à mener un game plan. Je pense que Virgile est capable de recombattre la semaine prochaine. Ouais, mais Il a vraiment pris ouais. aucun coup. Mais c'est là où je crois que c'est ouf parce que c'est vrai que c'est pas, genre je prends l'exemple de lui ou Axel Sola, c'est pas des gars qui vont exceller dans un seul domaine en particulier, mais j'ai l'impression que ça va vraiment tout faire, tu vois. J'ai l'impression que ça va Ouais, et vraiment tout puis, faire, qu'ils sont assez complets. et ils ont une capacité à gérer le combat aussi. C'est ça qui est intéressant, Ouais. c'est la manière dont ils gèrent la distance de combat. Moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est plutôt la manière dont il y a la distance, très important en MMA, et cette capacité à aller là où tu veux aller, c'est-à-dire à amener le combat là où tu veux amener, et une fois Ouais. qu'il y est, d'être méthodique pour finaliser. Il n'y a pas eu d'excitation, il n'y a pas eu, ça n'a pas été brouillon, ça n'a pas été hasardeux. Voilà, donc non, Ouais. félicitations, hâte de le revoir. Je pense que Et ça peut être ouais, un 84 kilos c'est intéressant pour la ça. suite. Parce que là, c'était en 93 kilos, le combat. Ouais, mais lui, il combat en Ouais. 84, je crois, Bah en en fait, temps normal. justement, moi, j'ai été curieux, donc j'ai été voir un combat à lui, ou je crois que c'était sur Instagram, il a mis la partie d'un combat, et en fait, je crois que c'était au GFA ou au MMA-GP, il y avait marqué heavyweight. Donc il se peut qu'il Ah a bah déjà combattu en peut-être. heavyweight. Là, il a fait, je crois, deux combats en 93, MMA-GP, c'était en 93 kilos. Là, c'était en 93 kilos, et en fait, à la conférence de presse, il a dit qu'il allait descendre chez les middleweight pour son prochain combat. Ok. Ouais, et mon co-main event, non, co-main event, pardon, il y avait Robert Valentin contre Pietro Penini. C'est un combat qui a aussi fait polémique. Moi, j'ai mon avis Ouais. là-dessus. J'étais assez engagé, hein, ce combat-là, mais après, au deuxième round, ou non, troisième round, t'as Robert Valentin qui tente d'emmener son adversaire au sol. Il se prend 4 coups de coude, voire 5 coups de coude. Sur le coup, en fait, t'as Ahmed Kourchi qui retire un point. Et en fait, après, à un moment donné, genre, pendant quelques minutes, t'as Marc Godard qui rentre dans la cage. Et bon, après, voilà, je sais pas ce qu'il se dit. Ouais. Mais tu vois qu'il a pas J'ai. trop l'air d'accord. Mais déjà, alors,
pour le combat, il y a beaucoup de dissimulation, mais c'est quand même Robert Valentin qui dominait outrageusement le combat. C'est-à-dire je suis d'accord. on avait un combat qui était quand même à sens unique pour le coup et qui allait pour Robert Valentin. Il fait une tentative d'amener au sol qui, pour moi, n'est pas timée. On voit qu'il galère. Son adversaire, il met des coups de coude et pour le coup, il n'a pas l'intention de taper derrière la tête. Il fait bien le mouvement, il vrille. C'est pas de 12 à 6. On voit bien qu'il fait le mouvement pour venir sur le côté. Au troisième coup de coude, tu as Robert Valentin, il bouge la tête, il vient se caler genre centre sur son adversaire. Et là, son adversaire, sur ce mouvement, lui touche l'arrière de la tête. Il fait une fois, le quatrième ou c'est le troisième, il le loupe, ça veut dire il le touche même pas. Et là, Ahmed Korchi intervient. Et là, on voit Robert Valentin qui est touché. Très difficile de savoir si les coups donnés sont irréguliers ou pas. En tout cas, ils sont pas volontaires. Ça, j'en suis persuadé. Par contre, effectivement, je crois qu'il touche derrière la tête. Sur un coup, Mika, Voilà. parce qu'après, j'ai vu le ralenti d'un autre angle. Et c'est sur un Exactement. seul coup qu'il touche la tête. C'est pour ça que je dis la prise des décisions arbitrales, je peux la comprendre. Mais quand on voyait les ralentis, on voyait bien en tout cas que l'adversaire, pour moi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'a pas eu la volonté de le faire exprès. La deuxième chose, c'est que je crois effectivement qu'il frappe derrière la tête et que ça touche une fois sur les 4 coups de coude. Une fois, il y a un coup. Mais je crois qu'en plus, c'est le quatrième et du coup, c'est que Robert Valentin est déjà touché avant ça. C'est ça. Bon, ça, c'est que mon avis. Ce qui se passe, c'est que Ahmed Korchi arrive, interrompt le combat pour coup irrégulier. Donc, il va pour mettre un point de pénalité et il fait, je crois, monter l'arbitre, le médecin pour voir si tout va bien suite à ce coup irrégulier. Là-dessus, on entend hurler dans le coin de Robert Valentin, « Assis-toi, tu ne reprends pas le combat ». En gros, Nelson Carvalho lui dit « Assis-toi, tu ne reprends pas le combat, tu ne repars pas ». C'est clairement dit. Sauf que on voit aussi que Robert Valentin, il titube. Ça veut dire que est-ce qu'il était capable de reprendre ou pas le combat? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est assis et qu'il a décidé de ne pas reprendre le combat parce que son coach lui a dit. Bon, là-dessus, Marc Godard arrive dans la cage. Et là, je n'ai pas compris. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi lui, il arrive dans la cage. Il arrive dans la cage, il attrape le micro d'Ahmed Korchi. Tu vois, il l'attrape au col pour cacher le micro d'Ahmed Korchi. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Et en gros, c'est là que je ne comprends pas, moi, l'intervention de Marc Godard. En quoi, sous quel titre il intervient? Sous quel… je comprends mon gars, pas. c'est lui le boss. Hein. Non, mais c'est le boss, mais tu as des règles. Ouais, non, mais c'est pas la première fois, je crois qu'il intervient comme ça, Mika, en plus. Hein. Non, moi, j'aimerais savoir s'il a le droit de le faire. C'est ça ma question. Et en plus, c'est surtout qu'à un moment donné, j'avais l'impression que le combat il allait repartir. Je sais pas si à un moment donné, Ouais. Et en tout cas, ouais, je suis. Et il y a eu du coup il y a eu un moment de flottement, et je crois que dû à ce moment de flottement, ils ont mis nos contests. Voilà. Alors, je sais pas, là pour le coup, j'aurais plus besoin d'un officiel qui explique ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai pas les clés pour déchiffrer la situation. Parce que je sais même pas, donc encore une fois, je le redis, je sais même pas dans quelle mesure il a le droit d'arriver, de monter dans la cage et de dire en live, ouais, non, c'est pas ça. Et comment ça, c'est pas ça? T'es pas l'arbitre, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Après, ouais, c'est vrai que c'était assez mitigé. Et bon, les deux s'en sortent avec un autre contexte. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, en fait, je suis d'accord avec toi. Robert Valentin, j'ai vu qu'il a parlé à son coach. Enfin, ouais, qu'il a regardé son coach. J'ai pas entendu ce qu'il se disait. J'étais assez loin. Et après, boum, à ce moment-là, je vois qu'il s'assoit. Et entre-temps, on a Abdul qui vient crier. Ouais, qui a fait le show. Relève-toi, qui fait le show. Qui fait des galipettes à froid. Quand un malade, le gars, il peut se blesser. Tu vois, il est en train de faire des galipettes. Il a fait des saltos et tout. C'est un ouf, Abdul. Donc voilà, Mika. Et enfin, on a eu le combat tant attendu. Amy Live contre Damien Lapulus 2. Combat avec pas mal de rebondissements. Qui malheureusement se finit sur un draw. Donc pas de match nul, égalité. Pas de vainqueur, pas de nouveau champion. Tu as Amy Live qui est persuadé aussi d'avoir gagné ce combat. Derrière, tu as aussi Damien qui se plaint, qui fait comprendre que c'est un vol. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette décision et du combat? Sans le point de pénalité. Alors moi, je parle pas du point de pénalité pour l'instant. Pour moi, le combat, il est ultra serré. On a un premier round qui est clairement pour Damien. On a un deuxième, troisième round qui est clairement pour Amine. On a un quatrième round qui est hyper serré. Et on a un cinquième round qui est pour Damien. Voilà, pour moi, la physionomie de combat, elle est là.
Le quatrième round, c'est toujours pareil. Si on prend le critère tel que les gens ont l'air de m'expliquer et tel que ça marche apparemment, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un critère désormais pour départager deux combattants, c'est celui du nombre de frappes significatives. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, en fait, tu peux passer 4 minutes sur le dos, mais à la fin, ce qui retiendra, c'est si tu as mis 10 frappes significatives, c'est toi qui gagne, si l'autre en a mis que 2. Si je comprends, hein. Si je comprends aujourd'hui le règlement de ce qu'on m'explique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer 4 minutes sur le dos et mettre 10 frappes significatives que de tenir 4 minutes à un mec sur le dos et de mettre 2 frappes significatives. Donc, sur la base de ce critère-là, il y a Nicolas Haute qui a fait une vidéo et avec lequel je suis plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que sans point de pénalité, on a 3 rounds dans ce cas-là qui seraient pour Damien et 2 rounds qui seraient pour Amine. Ouais. À partir du moment où il y a un point de pénalité, forcément, il y a un round qui était pour Damien, le quatrième, qui devient un match, enfin, du coup, un round qui est gagné par aucun des deux, exactement. Et donc, du coup, le draw est parfaitement logique. Donc, pour moi, il n'y a même pas de discussion, c'est parfaitement logique. Mais... il y a un arbitre qui a quand même réussi à mettre, et là, encore une fois, moi, c'est presque inquiétant, je te jure, je trouve ça inquiétant. Tu as 2 arbitres qui te mettent un draw, donc qui suivent plus ou moins le même raisonnement. Je pense premier round pour Damien, 2-3 pour Amine, 4-5 pour Damien. Avec point de pénalité, ça fait draw. Et tu as un arbitre qui te met 49-46. 49-46. Comment tu mets 49-46 alors que déjà, il y a un point de pénalité? Ça veut dire que le mec, il a mis 18. Ah, mais attends, attends, parce qu'en fait, il se mange un knockout. On est d'accord que c'est un knockout qui se mange pas, Amine? C'est un ascenseur, mais c'est pas un. Ok, parce qu'en fait, j'avais. Et le combat, il est pas assez. Le premier round, il est très disputé quand même dans l'ensemble. À partir du moment où il y a l'ascenseur, effectivement, il y a Damien qui reprend clairement l'avantage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il gagne ce premier round. Parce qu'avant ça, il se faisait débiter l'air de rien. Des petits coups à la jambe et tout. C'était pas des frappes significatives encore, mais il y a eu beaucoup de c'est Amine qui a engagé le combat, quoi. Amine, là, il a clairement été à l'initiative sur ce combat. Il a été à l'initiative, il a distribué. Damien a été beaucoup sur le reculoir et a attendu. Par contre, Damien a été beaucoup plus sur le nombre de frappes fortes données, c'est-à-dire dans son intention de faire mal sur chaque frappe qu'il mettait, mais il était dans l'attente. C'est pour ça que, après, j'y reviendrai. Pas sur le premier round, sur le deuxième round. Non, le premier round, c'était à partir du deuxième. Mais 2, 3, 4. Ouais, le fait qu'il était sur le reculoir, moi je trouvais pas. En fait, on peut avoir le cage, l'octogone contrôle, mais s'il n'y a pas de précision, si ça touche pas, le gars est tu sais, c'est un peu comme le combat qu'il y a eu au Bellator là, contre l'Italien contre le Français Thibaut Gucci. Tu vois, t'avais Thibaut Gucci qui avait. Non, mais toute proportion gardée, t'avais Thibaut Gucci. Ouais, toute proportion gardée, ouais. Parce que là, c'était pas pareil quand même. Voilà, qui avait l'octogone contrôle. Et en tout cas, sur le premier round, même si Damien, c'est vrai qu'il n'engageait pas le combat, tu sais, c'était plutôt sur chaque frappe isolée à chaque fois et pas des combinaisons et tout, mais je trouvais qu'il était en total contrôle sur le premier round. En tout cas, l'arbitre qui a mis ce scoring-là, je te jure, j'aimerais l'écouter pour comprendre. Vraiment pour comprendre. C'est pas possible, c'est pas logique. Il y a une erreur d'addition. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas donner le round 2 et 3 à Amine. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? À Damien, tu veux dire? À Amine. Le round 2 et 3, tu peux pas ne pas le donner à Amine. Ah, ok. Le round 2 et 3. Et de la même manière que le round 1 et 5, tu peux pas ne pas les donner à Damien. C'est pas possible. Pour moi, à la rigueur, tu peux discuter sur le 4, mais si tu prends les critères tels que les explique Nicolas Haute, le 4e va à Damien. Voilà, c'est ça. Maintenant, moi, ma question. Donc, ça fait match nul. Après, ma question, c'est de savoir, pour un combat pour une ceinture, à partir de là, on a match nul. Qu'est-ce qu'on fait pour départager les combattants? En fait, si Damien ou Amine était genre déjà champion et qui avait un match nul, ça aurait été le champion qui aurait gardé la ceinture. D'accord, mais comme c'est une nouvelle ceinture, il n'y a pas eu. Je pense que c'est ça, si je dis pas de conneries. Bon, mais, en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de scandale dans la décision. Mais est-ce que toi, tu es d'accord avec le point de pénalité? Parce que j'ai l'impression que le genou, il est dans le feu de l'action. Et tu sais que si tu regardes bien le combat de Youssouf Binaté, je me dis, en fait, si Damien, il se prend un point de pénalité, Youssouf Binaté aussi, dans ce cas-là, il se prend un point de pénalité parce que quand il met le genou, Youssouf Binaté, c'est un genou entre guillemets illégal parce que le mec, il a les 3 appuis au sol. Ouais, mais il ne touche pas la tête. Alors, celui de Damien, ils n'ont pas montré le ralenti. On ne voit pas s'il le prend dans le visage ou pas, Amine.
Mais le truc est que la différence entre une frappe derrière la tête où tu prends un avertissement verbal avant le genou dans la tête, le genou dans la tête, tu peux pas le donner d'avertissement parce que le fait est donné. Je sais pas si tu vois ce Non, que je bien veux sûr, dire. mais il y a dans le feu de l'action, il y a le coup de genou comme Petrel il a Moi, fait à Sterling, écoute, par exemple, tu vois. Là, c'est incontestable. ouais, mais Godard, moi, il m'a déjà mis un plein de pénalités encore plus sévère que ça contre Bandel à l'époque. Et il m'a fait faire draw à cause de ça, alors que normalement, je gagnais le combat. Parce que juste, écoute bien, j'ai accroché la cage. Et j'ai pas eu de. Alors que normalement, quand tu accroches la cage, on te dit Ouais, lâche la ouais, cage. ouais, ouais, je suis d'accord. Tu Ouais. vois, et là, il n'y a même pas eu d'avertissement. Donc en fait, sa décision, elle me choque pas. J'ai l'impression que lui, il est hyper sévère. Ouais, Après, lui était beaucoup plus proche que nous. Il a noté dans le feu de l'action. Et pour être honnête, j'ai pas vu le ralenti. Mais ouais. de ce que j'ai vu quand même ce que Amine dit qu'il l'a reçu dans le visage, le genou. Ok. Donc après, je peux pas te dire est-ce que ça vaut ou pas le point de pénalité. C'est sévère, quoi qu'il arrive, parce que Mm. le genou n'a pas mis KO. Mais admettons que le genou aurait mis KO, bah, c'était coup irrégulier. Donc, après, est-ce que, toujours pareil, est-ce que c'était intentionnel ou non? Non, je ne pense pas que ce soit intentionnel. C'est dans le feu de l'action. Mais le coup, est-ce qu'il est irrégulier, pas irrégulier? Le coup est irrégulier. En fait, c'est ça le Ouais, truc. ouais, Et ouais. ce qui sanctionne, je ne suis pas sûr que ce soit l'intentionnalité, mais c'est le fait que le coup soit irrégulier. Maintenant, encore une fois, je te dis, ça serait plus à comment dire, à un officiel de nous expliquer un peu tout ça, mais voilà, et c'est clair qu'en tout cas, cette décision-là de la part de Godard, elle a eu un impact de ouf sur le combat. Parce que, Ouais, 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 ouais. Et ouais, non, c'est ça. Après, moi, pour revenir sur le combat, je trouve que Amine, il a bien, franchement, il est bien revenu par rapport au premier combat. Il a été plus patient. On a vu qu'il avait travaillé un bon game plan. Et je trouve que ça, en tout cas, j'ai l'impression que sa stratégie, en tout cas avec les calf kicks, avec les oblique kicks, elle avait commencé à payer parce qu'en fait, justement, quand j'ai vu que Damien n'engageait plus trop le combat dans le deuxième round, j'avais l'impression qu'il était blessé, mais je crois que je lui ai posé la question, il me semble qu'il m'a dit non, qu'il n'a pas été blessé, juste il a eu une baisse de régime. Mais en tout cas, je trouve que voilà, il y a eu un bon combat et on va dire que ça répond en tout cas aux questions qui se sont posées dans le premier affrontement, vu que voilà, il y a eu l'arrêt de l'arbitre. Donc voilà, les gens se disent comment, en gros, ça aurait été comment si le combat n'avait pas été à la décision. Donc je pense que ça répond à pas mal de questions. C'est vrai que là, on voit que en tout cas, que le niveau il est assez serré. Il n'y en a pas un qui domine largement l'autre. Et je pense qu'on va se ouais, tourner forcément vers une trilogie. Après, moi, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve que j'ai l'impression que Damien n'a pas. J'ai l'impression qu'il a un petit peu laissé passer ce combat parce qu'en fait, on l'a vu que sur une discipline, alors qu'on a vu qu'il avait des bonnes takedowns défense. Il a une bonne anglaise, il a des bonnes jambes, mais il s'en est pas assez servi, en fait, j'ai l'impression, tu vois. là, il s'est pas du tout servi des jambes, ouais, clairement. Bah, Ouais, après, c'est ça un combat, en fait. Je pense que c'est le game plan de Amine qui a payé. ouais. Je pense que le fait de sanctionner fortement la jambe avant, ça a payé. Moi aussi, j'ai cru qu'il avait été touché, Damien, parce qu'à la fin du premier round, d'ailleurs, tu vois, Damien, à un moment donné, il est en grand hand, il est dessus. Et si tu regardes bien la vidéo au ralenti, tu verras que sa jambe avant, elle tremble un peu. Et du coup, j'ai cru que c'était à cause des obliques kicks, mais effectivement, il m'a dit qu'il n'avait pas du tout de blessure à la jambe avant. Donc, je sais pas. Après, est-ce qu'il y aura une trilogie? Est-ce que c'est nécessaire de la faire tout de suite ou pas? Je peux pas te dire. Je sais pas ce qui va être décidé par le Je pense RS. qu'il y en a, je pense qu'il va y en avoir une. Après, voilà, faut voir que si les deux sont en état S'il y en a une, s'il y en a une, c'est trop. Ils auront vécu presque un an ensemble. Je te jure, c'est trop. Non, mais au moins, je pense que s'il y aura cette trilogie-là, ça sera peut-être le combat qui va se dérouler dans la meilleure ambiance. C'est-à-dire que là, c'est fini, il n'y a plus d'animosité. Après 5 fois 5. Amine, il est maître trash talk, hein, donc je pense qu'il va toujours envoyer des petits pics. Ouais, mais tu C'est pas peux, tu peux méchant, quoi. trash talk, voilà, tu peux trash talk sans méchanceté. Il y a pas de, il y Ouais, a c'est vrai. rien. Après, ce que je veux dire, c'est que là, ils se sont donnés quand même pendant 25 minutes. À un moment donné, tu vois, pendant 25 minutes, ils ont eu l'occasion de se rentrer dedans. C'est bon. Oh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est bon. Après, tu veux faire plus. Bah, c'est vrai. Après, dans ce cas-là, donne-leur un couteau et tuez-vous. Tu vois. Non, je pense que à la fin, c'est que du sport. Franchement, c'est que du sport. C'est Bien fini. Tu sûr, c'est vois. Faut pas. ce que j'ai dit à Amine quand je l'ai croisé justement après le combat. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il y aura forcément une trilogie. Peut-être qu'il y aura un combat. Les deux vont pouvoir s'exprimer avec un autre adversaire et en tout cas, ils vont sûrement se recroiser. Donc voilà, c'est ainsi que c'est terminé.
la 9e édition du Ares. Et le lendemain, on avait 2 Français qui s'exprimaient au Cage Warriors. Eladji Ndiaye et Mehdi Ben Lagdar. Eladji Ndiaye malheureusement qui s'impose sur décision, qui s'est apparemment cassé la côte dans le premier round. Donc j'ai eu un retour de son coach qui l'a accompagné. D'ailleurs, un petit big up à lui, à son coaching, qui m'a fait un retour du combat. Apparemment, il s'est cassé la côte dans le premier round. Et donc, il a quand même pu terminer ce combat dans la douleur et dans la difficulté. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement à Eladji et de revenir à son meilleur niveau. Et ensuite, on avait Mehdi Ben Ladar qui faisait son retour après 2 ans d'absence, qui s'impose sur décision unanime. Je vais être honnête avec vous, j'ai vu quelques images. Moi, j'ai plus le CV de passe. Non, moi, je l'ai vu. J'ai vu, voilà, moi, j'ai vu le combat en entier de Mehdi. Premier round qui était le plus disputé entre les deux parce que son adversaire était assez frais. Son adversaire avait qu'une option, c'est d'aller chercher la lutte. Il n'a pas réussi. Et après, Mehdi, il a déroulé, il a boxé. Ça manquait de jambes. Je trouvais que Mehdi, il a mis aucune jambe. Alors, je ne sais pas si c'est les séquelles de ses ligaments ou pas, mais après, ça n'a jamais été un gros kicker en bas. Ouais. Mais voilà, il a défendu toutes les amenées. Derrière, il répondait. Tu sais, il harcèle beaucoup, mais dès que tu viens le cadrer et que ça décolle, tout de suite, il revient, il reprend sa distance et il boxe en anglaise avec toi. Et il l'a harcelé. Franchement, il lui a fait mal. Il a largement mérité sa victoire. Et voilà. Après, son adversaire, pour le coup, par contre, j'ai pas fait le travail d'aller rechercher un peu son palmarès, mais son adversaire m'avait vraiment l'air d'être d'un niveau inférieur à celui de Mehdi. Mais en fait, moi, tactiquement, vraiment, même sur ce qu'il proposait son adversaire, tu vois, techniquement, j'avais l'impression qu'il était à des années-lumière de son niveau, tu vois. J'avais l'impression que c'était vraiment un combat pour son retour. C'était un combat pour faire briller Mehdi. Maintenant, il est managé par le Graham Mehdi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Graham, c'est le patron du Cage Warrior. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce qui me surprend, en fait, chez lui, c'est sa facilité à être relâché en boxe, d'avoir une boxe très fluide, du volume et d'être très mobile. Et même en fait dans les défenses de takedown, tu as l'impression qu'il ne laisse pas de plume dedans, tu vois, tellement il est relâché, tellement il sait sortir du bon côté et tout. Et c'est vraiment plaisant de le voir en tout cas boxer Mehdi. Ouais, en fait, c'est que c'est un des combattants, et tous n'ont pas ça, qui est beau à voir combattre. C'est-à-dire qu'il a une bonne esthétiquement, c'est propre ce qu'il propose, c'est toujours bien, il a des beaux déplacements, il a toujours une belle garde, les coups qu'il donne, ils sont toujours bien en ligne, etc. Maintenant, pour être honnête, j'ai trouvé que ça manquait à la rigueur un peu de folie, un peu de côté MMA pur, tu vois. À aucun moment, il a pris le risque d'amener le combat au sol. Après, je vais te dire, après 2 ans d'absence, fallait mieux sécuriser le combat. Il s'est même permis de chambrer. À un moment donné, il a fait la danse du sou là, pendant le combat. Et ça. Non. J'entends, je te dis, moi, si je devais vraiment rechercher des points négatifs, je te dis, ça serait ça. J'ai trouvé que la variété de ses coups, t'as été que de l'anglais, c'est un peu dommage. Un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de. Je pense que surtout, vu l'état de fatigue de son adversaire, il y aurait eu faire plus. Ouais, ou tu vois, de commencer à aller chercher des distances très courtes. Vu qu'il est à l'aise en distance courte avec l'anglaise, d'aller chercher des distances très courtes et pourquoi pas te mettre des coudes, etc. Il y en a eu des coudes en sortie de corps à corps, mais il n'y en a jamais eu genre de mi-distance passer d'anglaise à coude, par exemple à la Qatar. Alors tu vois, je pense que c'est sur des adversaires comme ça qu'il peut apprendre pour les prochains. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est un beau retour, il signe un beau retour et puis c'est bien. Ouais. Mika, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je vois rien d'autre. On va boucler ça. Et un événement qui arrive d'ici le lendemain du RS10, c'est le Game of Cage pour les amateurs. Donc voilà, j'envoie de la force à mon gars David Vigilant. Donc je vais voir si je peux mettre le lien de la billetterie en description. Ça arrive. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi l'Hexagone MMA qui revenait en France et qui est organisé au Zénith de Paris, mais c'est au mois de janvier 2023. Donc c'est dans longtemps, on a le temps de. On aura le temps d'en parler. Ouais, je crois qu'il y a un autre. Parce que tu sais, à chaque fois qu'on fait un épisode, je me dis ah merde, j'ai oublié de dire ça, mais je crois que là c'est bon. Non, là j'ai vu, il y a beaucoup d'événements amateurs. J'ai vu le FFA Challenge qui va. En plus, ils ont changé le nom, c'est FFA FF2A Challenge, ça s'appelle. Alors, je sais pas pourquoi, même pas pourquoi 2A, mais c'est un truc purement amateur. Donc voilà, je sais que Hatch aussi il y avait organisé, je crois, il y a 1 semaine ou 2 semaines, c'était des trucs purement amateurs à Pantin.
Ouais, les Mais roads, voilà, là. ouais, il n'y a pas du tout, actuellement, il n'y a pas d'événement de planifié. Du moins, je n'en ai pas connaissance. Ok, bah je crois que Il y c'est bon. a, si, j'ai vu une Morgane Charrière qui sera, Oui. si j'ai cru dans les actualités, entre guillemets, j'ai vu ça sur la transpi, je vais les citer. J'ai vu qu'il comment dire, il combattait au mois de novembre, dans 2 semaines, mais l'information, elle est pas sortie officiellement, ni de la part de Morgane Charrière, ni du Cage Warrior. Donc c'est pour ça que je cite la source, parce que c'est là-bas que je l'ai vu. Ok, ok. Et rien d'autre, rien d'autre. Non. T'as rien vu Non, d'autre? je te jure, je fais le tour. Non, non, je fais le tour du truc. Après le RS10, bah, je vous invite tous à prendre votre place le 8 décembre, Dôme de Paris. T'as un lien d'ailleurs Venez. pour les places? Je le Ouais, mets en. j'ai un lien, je peux vous le donner, mais surtout, voilà, après, lien ou pas lien, en tout cas, venez, ça va être un beau spectacle. La carte, elle a beaucoup changé entre ce qui était annoncé ou pas, mais il y aura le combat que je peux vous assurer, c'est Mousse Aïda qui affrontera Ouais, Peña et j'adore ce moi. combat, hein. Ouais, ça va être un beau combat. Bah, d'ailleurs, j'étais avec Mousse là, je me suis entraîné À Roubaix? à Roubaix vendredi, c'était bien. On a bien entraîné, j'ai vu qu'il charbonnait lui aussi. Donc c'est bien, j'ai hâte d'y être maintenant et ça arrive vite. En tout cas, je vous invite tous à prendre votre place et voilà, donner de la force. Ouais, il y a Asia Miri sur la carte contre Fabiola Pironi. Magomed Ashkanov, l'ancien adversaire d'Ibrahim Mané contre Vincent Delguera de la team Foissard. Qui d'autre? Ah, le retour d'Azilder qui avait combattu contre Mossab là, sur un Ares là, il y a quelques mois. Badomit Kouri aussi de la team Fouassar contre Benjamin Seik, là, mon ancien adversaire. Et il y a aussi Paulin Béguet qui fera son retour contre Paolo Anastasi et Aboubakar Youssounov, le petit frère de Tourpal, qui vient de gagner Ah ouais, ce jeudi. il vient à la MK Team souvent lui. Il Voilà. s'entraîne à la MK Team, je tourne avec lui. Donc voilà. Merci en tout cas à tous de toujours nous suivre. Et c'est tout, hein, Mika. Ouais, suivez-nous, likez, abonnez-vous et partagez. Voilà, c'est tout pour nous. Bonne soirée, messieurs, mesdames, bonne journée. Et salut Mika. Ciao.